Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau webinaire de la Fondation pour la Nature et l'Homme sur le sujet de la biodiversité au printemps. Je suis contente de vous voir nombreux en ligne. Je me présente pour ceux qui participent pour la première fois à un de ces webinaires. Je suis Élodie Lenoir, je suis responsable de la communication et de la mobilisation citoyenne au sein de la Fondation et sur les sujets biodiversité. Et j'ai grand plaisir aujourd'hui de partager cet écran avec notre expert, Émilien Bouteille. Bonjour Émilien, bienvenue. Bonjour Elodie, bienvenue à tous. Donc Émilien travaille avec nous, mais il est surtout botaniste, entomologiste, apiculteur. Il a de multiples casquettes et surtout de multiples passions et il va nous les faire partager pendant une petite heure. J'en profite pour vous faire un petit rappel technique. Nous avons à votre disposition sur ce webinaire un espace chat qui est animé par un fantôme nommé Bérangère qui travaille avec nous, qui va animer ce webinaire et ce chat, pardon. Donc n'hésitez pas à lui faire passer vos questions, vos retours d'expérience. Elle vous partagera aussi au fur et à mesure des petits outils qu'on met à votre disposition pour que vous partiez avec toutes les bonnes, voilà, tous les bons moyens pour agir pour la biodiversité dès ce week-end. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. On fera aussi un petit sondage. On aura quelques questions à vous poser avec Émilien durant ce webinaire. Donc, on compte sur votre participation. Et vous avez aussi l'onglet questions-réponses si vous préférez, voilà, si vous avez cette coutume-là d'utilisation sur Zoom si vous voulez nous faire passer des questions. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour des présentations. Ce que je vous propose, c'est de prendre 2 petites minutes pour vous faire un petit rappel de ce qu'est notre fondation, la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui a 35 ans cette année, qui travaille sur trois grands programmes. Et celui qui nous réunit aujourd'hui, c'est bien sûr celui qui se nomme Mieux vivre avec la nature. C'est un programme au cœur duquel on a vraiment une vraie conviction et un vrai enjeu, c'est de faire des citoyens, de vous, de moi, des maillons essentiels de la préservation de la biodiversité. Et pour cela, on crée des dispositifs pour permettre à chacun d'agir à son niveau. Et je vous en ai mis deux là qui sont un petit peu les fils rouges de notre webinaire. Vous avez sur ma gauche J'agis, je plante, donc vraiment un dispositif qui est dédié aux plantations. Vous y trouverez tout ce qu'il faut pour savoir quoi planter pour être utile à la biodiversité, où, comment, etc. Et la seconde plateforme qui s'appelle J'agis pour la nature est là qui va vous donner des idées d'activités à faire localement au sein de votre territoire, mais j'y reviendrai à la fin de ce webinaire. Je vous rappelle aussi en quelques secondes, et c'est les éléments qu'on va vous partager dans le chat dont je vous parlais tout au début, on a une collection de publications vraiment qui s'enrichit de jour en jour et qui vont vous donner des idées pour à la fois faire, fabriquer vous-même, observer la nature qui vous entoure ou en savoir un petit peu plus sur les enjeux, les menaces, les beautés, les merveilles voilà, qui font partie voilà, de nos vies à chacun et à chacune. Donc voilà les petits éléments que je voulais vous partager en introduction. Là, je vais laisser la parole à Émilien et j'avais juste envie, Émilien, pour qu'on soit tous, voilà, comme ça, bien au fait. Est-ce que tu peux nous refaire une petite définition du mot biodiversité? Ben oui, parce qu'en fait, la biodiversité, c'est un terme, je crois, qui parle vaguement à peu près à tout le monde. C'est un mot qu'on entend partout, qu'on voit écrit sur pas mal d'articles et autres. Et en fait, bah, c'est effectivement un mot qui présente plusieurs définitions, mais la définition, moi, j'apprécie et qui paraît être la plus consensuelle, en fait, c'est l'ensemble de la diversité des espèces et des écosystèmes et leurs interactions entre elles et avec le milieu dans lequel elles vivent. C'est ça la biodiversité. C'est un concept assez récent qui a été inventé dans les années 1980, hein, donc pour désigner quand même quelque chose aussi important dans notre société. C'est un terme qui est apparu assez tardivement. Voilà Donc, pour on est répondre. bien tous partis de cette même nature, nous faisons tous partie du vivant. Et on va commencer tout de suite, Émilien, par une première question que j'ai envie de te poser qui nous intéresse tous. Cette saison, c'est une des saisons préférées des Français, je crois, le printemps. Je pense que vous êtes un peu d'accord avec moi. Et je voulais savoir, tout naïvement, pourquoi c'est une saison si importante pour la biodiversité.
Bah, déjà, j'aimerais parler un tout petit peu d'étymologie. Le mot printemps, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, d'où ça vient étymologiquement. Printemps, ça se découpe en deux parties. Prince, qui veut dire premier, et puis temps, le temps. En fait, depuis longtemps, notamment au moment de l'Empire romain, c'était considéré comme la première saison, en fait. Le mois de mars étant la première partie de l'année. Et donc, au temps des Romains, effectivement, c'était là où encore aujourd'hui le renouveau arrivait, etc. Donc voilà, d'un point de vue étymologique, c'est les premiers temps, il s'y passe des tas de choses, c'est un renouveau. Et donc en fait, ben, qu'est-ce qui s'y passe concrètement durant ce printemps? Et donc je suis obligé aussi de vous parler de l'équinoxe, ce terme qui parle peut-être à certains, équinoxe de printemps, hein, qui se situe autour du 20 mars justement. Très, très rarement le 19 mars et puis autrement le 21 de chaque année. Et en fait, ça désigne un positionnement de la Terre très précis où en fait, finalement, notre Terre qui est sphérique, quasiment sphérique, se place au perpendiculaire des rayons du Soleil. Et donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le temps des durées de la journée et de la nuit eh bien, sont équivalents à cet instant précis. 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Donc voilà, le terme équinoxe, ça signifie jour égal à la nuit en latin. Et donc après cette période, finalement, dès qu'on passe l'équinoxe de printemps, eh bien les journées s'allongent progressivement et on observe un allongement du temps d'ensoleillement dans chaque journée de petit à petit. Voilà. Et du coup, Donc ouais, oui. et qu'est-ce qui va se passer du coup côté biodiversité? Et bien donc en fait, cet équinoxe-là, elle lance tout un tas de conséquences au niveau des températures qui augmentent et du temps de luminosité. Et ça va avoir une conséquence directement visible sur l'ensemble de la biodiversité, sur l'ensemble des organismes. Et donc on peut commencer par les végétaux, hein, qui sont le groupe le plus abondant, qui nous entoure absolument partout, qu'on soit dans les villes, dans les campagnes, etc. C'est vraiment, il y a une abondance en termes de biomasse de végétaux autour de nous. Et donc au printemps, les choses qu'on remarque le plus facilement chez les végétaux, eh ben, c'est la reprise de croissance avec l'apparition progressive de structures végétales telles que bien sûr les fleurs, les feuilles et les tiges. Donc qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien en fait, on peut dire en fait que la température, c'est la partie clé au niveau du printemps qui va agir directement sur la reprise de croissance. Donc c'est pas tout à fait consensuel aujourd'hui scientifiquement parlant sur comment cette température elle remet progressivement en route les croissances des végétaux, mais on pourrait la comparer de façon analogue finalement à toutes les terminaisons nerveuses qu'on a nous sur notre peau. Il faut savoir que les plantes, elles ont une équivalence, ce ne sont pas des terminaisons nerveuses, mais ce sont des pigments, des molécules un peu sensibles justement à cette température et qui vont indiquer à la plante que effectivement on relance la croissance. Alors tout ça, c'est de la biochimie, c'est très complexe et ça fait le fruit de nombreuses études et perspectives encore en cours. Voilà. Donc, Et, cette détection, elle est donc favorable à cette croissance qui redémarre au printemps. Elle est observable directement chez les végétaux avec l'apparition des fleurs, l'éclosion, le débourrement des bourgeons. Mais donc, c'est pas tout. Le printemps, il agit aussi sur tous les autres organismes, hein, je vous le disais. Et donc, après, on peut penser aux pollinisateurs, aux insectes au sens large, et puis précisément, par exemple, aux pollinisateurs, qui sont donc ces fameux insectes qui réalisent ce qu'on appelle la pollinisation cette action inconsciente, altruiste faite par les insectes pour transporter le pollen d'une fleur à une autre et réaliser la fécondation et donc la reproduction des espèces de plantes à fleurs qui dépendent de ces insectes. Voilà, donc les insectes qui reprennent leur vie de façon assez synchronisée. C'est ça qui est assez fascinant au printemps, c'est qu'on se rend compte que les espèces, elles sont en interaction entre elles. La reprise de croissance des fleurs, eh bien, sera corrélée avec l'apparition d'insectes qui en dépendent. Il y a une interdépendance visible, hein. On a des insectes très spécialisés au niveau de certaines fleurs qui dépendent vraiment intimement de cet insecte précis, des généralistes qui, eux, apprécient une diversité florale, et à l'inverse, des fleurs qui apprécient, ou plutôt qui attirent une diversité d'insectes. Donc, on a vraiment cette synchronisation des groupes qui se relancent au printemps. On peut aussi parler de la faune en général, hein, les oiseaux, par exemple, qui ont des cycles de vie qui sont assez rythmés par les saisons également, les migrateurs voilà, qui réalisent des très des longs trajets pardon, de déplacement où ils reviennent finalement dans leur terre de nidification et de reproduction, alors que pendant la mauvaise saison, durant l'hiver, eh bien, ils étaient allés passer l'hiver au chaud dans des saisons plus clémentes.
Et donc, on observe ça chez d'autres groupes encore, les amphibiens par exemple, qui reprennent leur activité. En ce moment, je ne sais pas si vous avez des mares ou des étangs, mais c'est la folie. Tout le monde se met à chanter pour chercher un partenaire d'une part, et puis aussi pour réaliser la reproduction, puisque le printemps, c'est quand même synonyme de saison des amours, hein. Donc, beaucoup d'espèces, chez beaucoup d'espèces, la reproduction, elle est à son pic. Et donc, on voit avec tout un tas de parades, de déplacements. Les amphibiens sortent d'un endroit pour chercher un partenaire et puis après pour chercher un site de ponte. Enfin voilà, c'est vraiment une période où il y a un bouleversement, un grand remaniement, un grand changement finalement dans les dynamiques des populations qui s'observent et qui est lié à des facteurs de température, de luminosité et de changement liés à cet équinoxe. Voilà. Donc, tout ça, je ne sais pas ce que vous en pensez derrière votre écran, mais je trouve ça toujours passionnant et fascinant. Et à ce stade, avant qu'Émilien nous donne tous ses conseils très concrets pour agir chacun à son niveau pour la biodiversité, on avait envie de vous poser une petite question pour en savoir un peu plus sur vous. On aimerait savoir si parmi vous, certains ont des espaces extérieurs ou pas. Donc je vais lancer un petit sondage si vous voulez participer. C'est parti. Est-ce que vous avez un jardin, un balcon, une terrasse ou potentiellement pas du tout d'extérieur? On laisse quelques secondes pour répondre. Merci de jouer le jeu. Vous êtes nombreux à être en train de répondre. Allez, encore 5 secondes. Je vais mettre fin au sondage et je vous partage les résultats. Voilà, vous êtes 75% de chanceux à avoir un jardin. D'autres chanceux ont aussi des balcons et terrasses. Et puis, 4% de nos spectateurs aujourd'hui n'ont pas d'espace extérieur. Du coup, Émilien, j'ai une question toute faite. Est-ce qu'on peut quand même agir en faveur de la biodiversité quand on n'a pas d'espace extérieur? Déjà, je tiens à rappeler qu'un simple report de fenêtre, ça peut déjà être un lieu super pour installer des choses, des balconnières, des jardinières, pardon, pour justement créer un peu de verdure et donc attirer la faune de chez soi. Et puis autrement, si on n'a pas la possibilité d'installer ça chez soi, bah, tout simplement à l'extérieur, hein, en extérieur de son lieu de logement, dès qu'on sort dans la nature, dès qu'on va faire une petite randonnée par exemple, on peut aussi agir pour la biodiversité en appliquant une conduite respectueuse durant nos randonnées, voilà, mais vous verrez des exemples un peu plus tard, ou bien en se rapprochant de communautés dans vos villages, dans vos cercles sociaux proches. Vous pouvez aussi agir en vous intégrant à des actions collectives et autres. Et puis aussi, on peut aussi s'auto-éduquer en consultant un simple livre de la biodiversité, de votre groupe favori, un guide des plantes, un guide des insectes ou autre. C'est déjà une démarche pour agir et pour se sensibiliser et sensibiliser les autres. Du coup, Émilien, ce que je te propose, c'est que voilà, on a proposé quatre lieux de vie où on pouvait agir. C'est d'entrer très concrètement dans chacun de ces lieux de vie et de proposer à nos spectateurs des façons d'agir. Qu'est-ce qu'on peut faire chez soi? T'as commencé à en parler il y a 3 secondes. Ça. Donc chez soi, si vraiment on a envie d'agir chez soi, qu'on n'a pas de balcon, mais si on en a un, c'est encore mieux parce qu'on disposera d'un espace plus grand. Mais voilà, comme un simple rebord de fenêtre peut déjà suffire à intégrer une jardinière, mais donc installer une jardinière, c'est déjà super. Et donc pour ça, on vous propose des consignes, plutôt des lignes de conduite, hein. Elles sont très souples. Mais donc, vous pourrez opter donc pour des plantes plutôt locales qui favorisent la présence d'une faune de votre région. Vous serez aussi surpris d'attirer des insectes que vous ne pensiez pas présents et qui en fait seront très contents de venir visiter vos plantes. Choisissez des essences florifères qui produisent du nectar, hein, puisque, pas l'oublier, les insectes ils recherchent avant tout cette denrée qui les constitue, participe à leur métabolisme, qui est le nectar, mais aussi le pollen. Donc voilà, vous pouvez choisir ces essences-là en fonction de leur potentiel florifère. Vous pouvez aussi installer des points d'eau pour favoriser l'apparition de certaines faunes. Les oiseaux sont friands de cette eau-là que vous allez installer. Installer un nichoir ou une mangeoire aussi à un moment très précis de l'année, ça peut également favoriser la présence d'oiseaux à une proximité que vous imaginez pas, hein. Vraiment au bord de votre fenêtre, sur le cadre de votre fenêtre, vous installez un petit nichoir. Vous serez surpris d'attirer un couple de mésanges, par exemple, et de pouvoir l'observer discrètement depuis votre intérieur. Et puis aussi, on pense à des actions qui sont
parfois un petit peu oublié, mais l'impact de notre luminosité à des moments de la nuit, justement le soir dès que le soleil s'est couché et la nuit, peut perturber les faunes nocturnes. Pardon, les faunes nocturnes qui tournent autour de vos fenêtres et autres. Donc, pensez à obstruer finalement vos fenêtres avec des rideaux opaques. Et puis, pour éviter les coups du lapin pour les pauvres oiseaux qui verront pas vos fenêtres, et ben, vous pouvez installer des stickers ou des marqueurs qui permettront aux oiseaux de voir bah, qu'il y a une vitre, hein. Ça, c'est malheureux, mais beaucoup d'oiseaux rentrent en collision avec nos fenêtres et on n'imagine pas les dégâts que ça peut leur faire. Donc, voilà, des petits conseils pour agir chez soi. Moi, j'ai des petites questions. Ça réveille des questions, ce que tu me proposes, Émilie, hein. Moi, j'ai une question très naïve, mais quand on me dit mettre de l'eau sur mon balcon, bah, ça me fait penser à arrivée de moustiques. Et donc, voilà, ça m'inquiète. Est-ce que tu Ah as une oui. astuce pour gérer ça? Oui, bah déjà, si c'est sur votre balcon, on imagine que vous n'êtes pas bien loin, donc pensez à renouveler votre eau assez régulièrement, hein. Vous versez cette eau usée, entre guillemets, hein. C'est une eau que vous allez laisser croupir, entre guillemets, dans votre... Bah, vous la renouvelez assez régulièrement, vous la versez dans vos jardinières. Bon, après, il y a un petit conseil aussi, c'est d'ajouter du sel dans votre eau, parce que le moustique, il se développera pas vraiment si l'eau, elle est salée. Bon, voilà, ça c'est des questions à explorer, mais il y a vraiment des astuces intéressantes autour des coupelles d'eau. Mais pensez surtout à renouveler votre eau. Très bien. Moi, j'ai une deuxième question à te poser. J'ai le sentiment souvent que les gens n'estime pas à sa juste valeur l'importance des plantations, où ça paraît peut-être un petit geste. Et j'aimerais bien, si tu peux, que tu reviennes un peu sur cette question-là, c'est-à-dire en gros mettre une jardinière sur mon balcon, finalement, en quoi c'est vraiment utile? Et insister bien sur cette chose, sur cet élément-là, que ce geste qui effectivement est simple et peut-être pas si assez anodin, finalement, peut avoir un vrai impact. Surtout dans les milieux artificialisés, en fait, hein, parce que si j'ai bien compris, quand on est dans un jardin, voilà, on a déjà un sol, on a déjà des surfaces qui accueillent et qui attirent une végétation spontanée, et après, il nous suffit de nous de planter et de rajouter des essences, mais quand on n'en a pas et qu'on est sur une façade d'immeuble ou sur un balcon, par exemple, il n'y a pas de sol. Donc, du coup, on est obligé d'intervenir en apportant un sol qu'on va créer via des jardinières, des balconnières, et cette action-là de planter, elle va verdir nos espaces et donc on peut pas espérer mieux finalement comme action pour attirer et accueillir la faune qui est présente dans notre secteur. Donc c'est très important justement de penser à végétaliser nos espaces, les espaces urbains qui sont globalement minéraux, des routes, des trottoirs, des façades d'immeubles, des toits, hein. Aujourd'hui, il y a un vrai travail sur la végétalisation des toits qui sont des perspectives d'avenir, hein. Je suis désolé, on a des surfaces inimaginables de toits qui servent à personne, vraiment. Et en fait, si on les végétalise, bah, il y a un vrai potentiel d'action sur la quantité d'espace qui pourrait accueillir la biodiversité. Donc nous, à l'échelle de nos balconnières et de nos rebords de fenêtres, on peut déjà agir justement dans cette optique de végétalisation des villes, mais on peut vraiment soutenir aussi et favoriser des démarches à plus grande échelle, comme la végétalisation des toits, la végétalisation des espaces au sens large. Après, je suis pas urbaniste, mais je suis sûr qu'il y a des gens vraiment qualifiés qui ont des idées fascinantes là-dessus. Tout à fait, des idées de plantation, vous en retrouverez sur notre site jagijeplante.org. C'est un site dont je vous parlais en introduction, qui est vraiment dédié aux plantations. Jusqu'ici, on s'intéressait qu'aux plantations d'hiver, mais comme vous le voyez, on est en train de s'ouvrir aux plantations de printemps. Et il y a un nouveau guide qui va paraître très très bientôt. Où Émilien et nous, on vous donne beaucoup de conseils sur quoi planter en fonction de votre exposition, etc. On vous le diffusera très très vite. Et n'hésitez pas ensuite à vous connecter sur la plateforme qui a aussi beaucoup de tutos, des paroles d'experts qui vous expliquent beaucoup de choses. C'est hyper intéressant et très ludique. Donc on compte sur votre présence sur ce site. À ce stade, Émilien, j'avais envie, et tu étais d'accord avec moi peut-être de poser une petite question sur le jardinage. Souvent on se dit, OK, je vais m'y mettre, je vais me mettre à planter, je vais me lancer dans une jardinière, mais... Est-ce que vous avez des mais quand on vous parle de jardinière? Est-ce qu'il y a des choses qui vous empêchent de vous lancer? Je lance un petit sondage. Est-ce que quand on vous parle jardinière, ça rime avec j'ai pas beaucoup de temps, j'oublie souvent d'arroser? Est-ce que ça rime avec je connais pas les plantes adaptées de ma région?
ou rien pousse chez moi malgré toutes mes tentatives, ou alors finalement moi je pense que j'ai pas la main verte, ou alors vous avez aucune inquiétude, le jardinage c'est vraiment votre passion et donc voilà, vous étiez friand juste d'avoir des infos. Alors là c'est en train de voter, on a quand même une majorité de gens qui finalement n'ont pas d'inquiétude face au jardinage, mais on a aussi des petites inquiétudes. Voilà, je vais mettre fin au sondage tout de suite. Merci d'avoir participé. Je vous partage les résultats. Donc, tu vois, je ne sais pas si tu les vois, Emilien, mais en gros, on a quand même une majeure partie des gens qui ont un souci sur quelles essences choisir. On va essayer d'y répondre un peu et tous les outils de J'agis, je plante sont là pour vous aider là-dessus. Il y a aussi des gens qui pensent qu'ils n'ont pas la main verte. Qu'est-ce que ça veut dire, Emilien, avoir la main verte? Je me pose toujours la question, est-ce que ça existe vraiment, ça? Ben, déjà, je vois sur le sondage qu'il y a même une majorité des gens qui n'ont pas d'inquiétude face au jardinage. Donc, Ouais. c'est quand même chouette. Parce qu'effectivement, c'est un peu la conclusion de mon raisonnement, hein, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est accessible à tous. Mais donc, le mythe de la main verte, culturellement, je ne sais pas d'où il vient. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont fait des travaux fascinants dessus. Mais globalement, moi, je veux déconstruire l'idée que c'est inné, hein. C'est pas inné, c'est acquis, c'est de l'enseignement. C'est comment est-ce que finalement on nous a éduqués à la main verte, au jardinage au sens large. Est-ce qu'on a eu la chance quand on était enfant d'avoir un jardin? Est-ce qu'on a vu notre grand-père ou notre mère ou autre, nos voisins jardiniers et autres? C'est pour moi, c'est vraiment un apprentissage qui est accessible à tous. La main verte aussi, elle peut avoir un certain biais parce que on voudrait se lancer dans la culture de certaines plantes qui sont pas évidentes à cultiver versus des plantes qui sont beaucoup plus faciles parce que résilientes, parce que ne nécessitant pas de conditions très complexes. Donc ça dépend de l'approche finalement qu'on a reçue ou entretenue personnellement avec les plantes. Cette notion de main verte, voilà, elle est un petit peu controversée, je dirais. Et du coup, il y a deux petits points sur lesquels je voudrais juste que tu rebondisses aussi sur, voilà, j'ai pas beaucoup de temps, j'oublie souvent d'arroser. Rassure-nous, on peut trouver des plantes et on a fait ce Euh, travail aussi c'est dans vrai le que souvent, sud. ça peut être effectivement un débloqueur, le manque de temps, mais ça, c'est pas que pour le jardinage, c'est pour énormément de choses. Malheureusement, on vit dans une société aujourd'hui où c'est une vraie course contre le temps, et donc c'est tout à chacun de trouver finalement les meilleures astuces pour contrer ce manque de temps. Mais sachez quand même que l'arrosage, effectivement, c'est un des points clés sur lesquels il faudra pas faire l'impasse, dans le sens où, comme souvent, en parlant de jardinière notamment et de balcon, on est sur des sols, des hors-sol, justement, on est sur des milieux hors-sol, et donc on est obligé de bien faire attention à notre arrosage, puisqu'effectivement, les plantes qu'on va mettre à l'intérieur, surtout si elles sont abritées de la pluie, ne recevront pas d'autre eau que celle qu'on aura apportée volontairement. Donc, effectivement, l'arrosage sera à prendre en compte. Donc, pour ça, plusieurs manières, hein. Déjà, on a des plantes qui sont plus ou moins euh, nécessitent plus ou moins d'eau. Donc, favoriser peut-être des plantes nécessitant moins d'eau pour des personnes qui n'auraient pas le temps d'arroser. Il y a des systèmes automatiques aussi, hein. Il y a vraiment plein d'alternatives pour un petit peu se soulager sur cette pression de l'arrosage. Mais effectivement, voilà, ce sera quelque chose à ne pas négliger, l'arrosage. Très bien, du coup, j'enchaîne tout de suite. Je vais te poser une question que je crois tout le monde attend. Et alors, qu'est-ce qu'on plante? On a fait un petit extrait, un million de ce que vous pourrez trouver dans le nouveau guide J'agis, je plante sur les jardinières, où on vous propose vraiment pléthore d'essences. euh, que vous pourrez mettre sur vos balcons ou vos jardinières. Mais là, on vous a fait une petite sélection. Et puis, pour vous donner encore plus envie, on vous a montré, on vous a proposé voilà, une petite vision de quels insectes vous allez voir revenir sur vos balcons. Émilien, je te laisse la main. C'est passionnant. Vas-y. Bah là, effectivement, on a une diapo qui présente donc des exemples de plantes qu'on peut planter pour espérer attirer certains insectes précis, mais il faut pas oublier que toutes les plantes et tous les insectes sont en interaction de façon diversifiée, donc c'est pas figé. On va être surpris de voir certains insectes qui vont venir sur nos plantes alors qu'on ne s'y attendait pas. Parfois, c'est juste des visites, parfois c'est des vraies consommations de nectar. Voilà, donc ici pour vous présenter une petite liste, finalement pour vous donner envie. On commence avec la bourrache, qui est une plante qui est très nectarifère, très apprécié, notamment de l'abeille mellifère. On vous a mis une abeille mellifère juste au-dessus. La seconde, le fenouil. Donc, c'est une plante connue parce qu'on peut la consommer
aussi bien pour ses feuilles que pour en aromatique pour les graines. Là ici, elle est inféodée à la chenille du papillon macaon, qui est un papillon, un des plus grands papillons les plus spectaculaires d'Europe, même du paléarctique, enfin de la zone de l'hémisphère nord pour faire simple. Donc qui est une chenille très très grosse avec des lignes noires et vertes. Et donc ça, effectivement, sur certains endroits, dans les jardins notamment, le papillon, il va venir chercher la plante haute, le fenouil, la carotte aussi, hein, toutes ces plantes qui appartiennent à ce groupe-là, pas toutes, mais une partie. Et le fenouil en fait partie. Et donc, planter cette plante, ça peut être intéressant pour cette chenille. Bien sûr, la fleur sera aussi consommée par d'autres insectes qu'on ne vous a pas illustré. La lavande en troisième, qui est aussi une plante très connue pour ses propriétés aromatiques, médicinales, qui peut attirer bon nombre d'insectes nectarivores, comme ce papillon citron qui est ici en photo. Le quatrième, le romarin, comme la lavande, une plante aromatique bien connue, utilisée en cuisine, avec des propriétés médicinales qui sera potentiellement visité par un bon nombre d'insectes comme cette abeille charpentière que vous avez probablement déjà vue, notamment sur les glycines qui vont bientôt fleurir. C'est vraiment un insecte énorme du groupe des abeilles qui est bleu avec des reflets extraordinaires. C'est très impressionnant à voir justement quand il vient se nourrir. Et En en vent. cinquième, et à entendre, effectivement, on dirait une espèce de, voilà, d'hélicoptère. Enfin, voilà, on l'entend venir. Ensuite, en cinquième, on vous présente la marguerite avec une toute petite mouche. Bon, ça c'est pareil, c'est pour vous dire que aussi les marguerites sont visitées par tout un tas de pollinisateurs. Alors là, une mouche aussi pour vous dire que les mouches, elles font partie des pollinisateurs négligés, alors qu'en réalité, c'est un groupe extrêmement diversifié pour lesquels il y a encore des travaux de description énormes. Et donc, en fait, c'est vraiment un groupe d'insectes qui participent activement à la pollinisation de tas de plantes sauvages. Donc, voilà, les connaître, ce sera aussi augmenter les connaissances de ce groupe et qui est vraiment très, 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 très intéressant. En cinquième, on vous a mis en sixième, pardon, la sauge des prés, avec un bourdon qui, lui, a l'air aussi de bien apprécier cette plante, un insecte nectarivore. En sixième, le myosotis. Alors là, c'est une petite fleur avec une toute petite corolle qui laisse place à une langue petite comme celle du bombil qui est à droite là, qui est un insecte vraiment fascinant. Il a une consistance, on dirait une sorte de kiwi. Il est dans les tons marrons, en couvert de petites soies, des petites structures qui ressemblent à des poils, et puis avec un système buccal vraiment très fin qui lui permet d'aller chercher le nectar dans cette petite plante. La septième, 1, 2, 3, 4, 5, huitième, pardon, fleur qu'il y a ici, c'est le lierre grimpant. Le lierre qu'on connaît tous hein, à la fois et en même temps, je pense que bon nombre d'entre vous ne l'ont peut-être jamais vu fleurir, alors qu'en réalité, c'est une plante, quand elle fleurit de façon abondante. Vraiment, elle est couverte de fleurs. À une saison en plus où dans nos régions, il y a peu de fleurs présentes. Donc, elle nourrit quantité d'insectes, comme ici la colette du lierre, qui est un insecte inféodé à cette plante, mais elle est aussi couverte d'abeilles mellifères et puis de papillons, de mouches en quantité. Voilà, c'est une plante qui vraiment est très très intéressante. Elle a l'habitude aussi de fleurir le long de supports, donc que ce soit des supports minéraux, c'est pour ça qu'elle est aussi adaptée à la ville, ou bien des troncs d'arbres. J'en profite au passage pour dire que le lierre n'est pas une plante parasite et qu'elle n'altère en rien la survie d'un arbre sur lequel il se développe. Mais ça, on pourra en reparler éventuellement. Et enfin, la dernière plante, une plante aussi très très connue pour ses propriétés aromatiques, médicinales, qui sent extrêmement bon et qui fleurit de façon très abondante, le thym, et qui attire bon nombre de pollinisateurs comme cette petite violette, ce papillon vraiment très très joli. Merci beaucoup, Emilien. J'en profite pour vous dire que sur ce sujet des interactions plantes-insectes, si ça vous passionne comme nous, eh bien, on prépare un webinaire sur ce sujet qui aura lieu avec Emilien, bien sûr, et qui se fera début juillet. Donc, restez bien connectés sur vos boîtes mail. Vous recevrez des invitations rapidement, sur ce thème. Et du coup, maintenant qu'on a parlé de quoi planter, je rappelle que évidemment sur GJ Je plante, vous avez des livrets sur ces sujets-là. Vraiment, Bérangère va vous les partager, mais n'hésitez pas à les télécharger, c'est une mine d'infos. Et maintenant, on va passer au jardin. Qu'est-ce qu'on peut faire, Émilien, au jardin? Bah, déjà, si on a un jardin, c'est qu'on a un potentiel d'action, j'ai envie de dire, multiplié, puisque comme vous voyez sur la photo à droite, là, on a vraiment une transformation avant-après d'un jardin où il y a bon, globalement une pelouse pour faire simple, et puis après, on voit après quelques années de travail et de plantation assidue,
toute une diversité florale, des strates vraiment différentes et on observe une espèce d'oasis pour la biodiversité. Donc c'est un peu cet objectif-là vers lequel on peut tendre quand on a un jardin. Et donc pour ça, pareil que le balcon, on a tout un tas de séries de conseils à proposer. Déjà, accepter le désordre, c'est un peu quelque chose de contre-intuitif aujourd'hui, mais c'est laisser la nature pousser telle qu'elle peut pousser toute seule. La croissance, la libre évolution, c'est un concept qui est de plus en plus connu, étudié, vulgarisé dans le monde scientifique. C'est vraiment cette capacité qu'a la nature à pousser tranquille, en fait, hein. Donc, accepter du désordre dans son jardin, c'est laisser les plantes en spontané apparaître et vous verrez que ces plantes-là, bah, elles sont inféodées à des tas d'espèces, elles sont véritablement essentielles, donc il ne faut pas les enlever. Optez donc dans vos plantations sur des plantes locales, de la même manière que pour les jardinières. Diversifier les essences, diversifier les strates donc arbres, arbustes, plantes herbacées, plantes rampantes. Cette diversité-là, elle va assurer aussi une diversité dans tous les types d'interactions et donc diversifier pardon, les potentialités de niches et d'acceptation de plein d'animaux qui vont venir s'y loger. Bannissez, et j'insiste sur ce mot, hein, bannissez les produits phytosanitaires qui sont vraiment une des causes du déclin de la biodiversité au sens large et une des pollutions majeures. Donc vraiment, on bannit les produits phyto. Il y a des tas d'alternatives naturelles, efficaces, qui fonctionnent très bien à notre échelle de jardin, à notre échelle de balconnière. On n'a pas besoin d'utiliser des produits de synthèse qui sont extrêmement polluants pour tous. Laissez donc des zones s'ensauvager, je le disais tout à l'heure, diminuer les tontes et les adapter aux floraisons. Ne pas venir tondre ou tailler un arbre qui est en pleine floraison, on sacrifie tout le potentiel nutritif qu'il pourrait apporter à notre écosystème. Évitez aussi de tailler vos haies entre mars et août parce qu'il faut penser aux oiseaux qui nichent à l'intérieur, hein. Chaque fois que vous venez tailler, bah, vous dérangez un peu la faune qui s'y présente à l'intérieur. Installez un récupérateur d'eau de pluie parce que si vous avez en plus de votre jardin une maison pas loin, une cabane, ça vous permet d'avoir une réserve d'eau accessible directement pour arroser tout votre jardin. Créer une mare. Alors ça, pour les personnes qui auraient vraiment envie de se lancer dans un projet étendu aussi à la faune aquatique et à la faune qui n'est pas aquatique, mais qui est quand même dépendant de zones humides, créer une mare, c'est vraiment intéressant. Laisser des passages pour la faune. Alors, on parle de corridors à échelle plus grande, mais à l'échelle du jardin, laisser des passages pour la faune, c'est-à-dire limiter les clôtures qui sont complètement imperméables au passage. Il faut vraiment laisser des passages pour que les hérissons, les petits mammifères et toutes les espèces que vous imaginez pas que ça circule quand vous n'êtes pas là ou quand vous avez le dos tourné, qu'elles puissent circuler justement. Installer un compost, alors ça c'est déjà pour réussir à se débarrasser de tous nos déchets organiques parce que on en produit une quantité énorme. C'est une super alternative. Donc soit vous en créez un chez vous, soit vous rapprochez d'un compost collectif. Il y en a beaucoup maintenant entre voisins, dans certains quartiers, des endroits spéciaux pour pouvoir déposer nos déchets organiques et qui en plus peuvent être réutilisés directement dans votre jardin. Voilà, c'est aussi d'ailleurs une des pratiques qui peut être alternative à du paillage ou à des engrais. Justement, on peut pailler directement et apporter de la matière organique avec son compost. Voilà, il y a des tas d'informations, de tutos disponibles. Donc, laissez-vous guider par cette diversité d'actions qui sont vraiment intéressantes sur le jardin. Je rebondis, Emilien, juste sur une question et on va essayer d'être un petit peu plus rapide aussi sur la suite parce que le temps passe très vite. Euh, la question, tu as insisté, tu as bien fait sur la question des produits phytosanitaires. Tu dis qu'à notre niveau, on a plein de choses à disposition. Est-ce que tu as justement des conseils si on parle puceron, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on va pas faire le catalogue entier des alternatives aux produits, parce qu'il y en a énormément, mais pour donner quelques exemples, par exemple, les purins fermentés de plantes, qui sont des techniques très anciennes, qui fonctionnent depuis très longtemps, qui sont employées par des tas de gens aujourd'hui, mais qu'on oublie, qu'on ne connaît pas, auxquels on n'est pas initié, et pourtant ça fonctionne très bien. Donc pour ça, on peut se renseigner sur les purins qui existent et sur quels insectes qu'on ne souhaiterait pas justement avoir dans notre jardin, les fameux nuisibles qui ne sont pas si nuisibles en vérité. Voilà, il y a des manières d'agir sur de façon complètement naturelle. Donc ça, c'est pour vous citer l'exemple du puceron, par exemple, qui peut être lutter avec des purins. On peut aussi lutter contre les limaces avec diverses techniques. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il en existe vraiment beaucoup
et à chacun aussi de s'approprier, de faire ses essais. Mais ça existe depuis longtemps. Les produits phyto, c'est très récent, hein. Donc ça, moi, j'ai très bon espoir que les gens justement se mobilisent pour trouver des alternatives naturelles aux produits phyto. Vous en avez peut-être, vous d'ailleurs, qui nous regardez. N'hésitez pas à partager vos recettes sur le chat pour les copains. Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur le jardin. On va continuer à avancer. Il y a des questions dans le chat, mais je vous propose de prendre un petit temps de questions-réponses à la fin de la présentation. On va revenir sur vos questions. Et puis là, on va passer du jardin, ce petit microcosme personnel, à ce que tu évoquais en introduction, Émilien, à la nature, de manière, voilà, à la grande nature, on va l'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en rando, Émilien? Bah, déjà, l'action la plus, moi, c'est celle vraiment à laquelle je fais le plus attention et je pense que c'est celle sur laquelle on peut agir simplement. C'est déjà, on ramasse tous ses déchets. On laisse aucun déchet. On est très vigilant à toutes les perturbations qu'on peut laisser. Vraiment, on n'en laisse aucune. Donc, tout ce qui est déchets plastiques, ça c'est évident. Mais même organique, des peaux de banane, des peaux d'orange, on récupère tout. On les garde dans un sac. C'est pas très lourd. On les met quelque part. Et puis, on attend d'arriver devant une poubelle ou un lieu approprié pour les déverser, s'en débarrasser, ne pas les laisser dans la nature. Aussi, bah, bien sûr, ça c'est un peu une forme d'altruisme, mais n'hésitez pas à ramasser les déchets que vous allez croiser le long de votre chemin. Parce que qui nettoie si ce n'est toi? En fait, si personne ne le fait, ben, on va le regarder et puis on va toute la journée, on va se dire, ah oui, je suis passé à côté de cette bouteille en plastique, ben voilà, je l'ai pas ramassée. Qui la ramassera? Probablement personne, elle va se faire recouvrir, etc. Donc, ayons un espèce de geste au quotidien altruiste de ramassage qui ont une action vraiment bah, bénéfique. Alors évidemment, on va pas résoudre les problèmes de pollution en général en faisant ça, mais déjà quand on est dans un superbe endroit qu'on apprécie visiter par notre randonnée, bah, sachez le préserver en ramassant et en préservant aussi le paysage, hein, bien sûr. C'est pas que la question de pollution au sens chimique, c'est aussi une question de pollution visuelle. Ramasser ces déchets, c'est vraiment essentiel. Voilà pour ce point sur les déchets. Après, rester sur les chemins bien balisés, ça peut être aussi une très bonne manière de respecter l'environnement dans lequel on se trouve, hein. Les chemins, ils ont été conçus pour ça et aussi pour pas vous perdre, hein, parce que les chemins balisés, si on les perd, souvent, on est un peu, on sait plus, on cherche notre chemin. Respecter le silence. Alors, silence qui n'est pas si silencieux, hein. Dès que vous parlez à voix basse dans la nature, pour plusieurs raisons, vous allez pouvoir apprécier le bruit de tout plein d'oiseaux, de tout plein d'espèces, d'insectes qui sont autour de vous. Et puis, plus vous êtes silencieux, plus vous êtes discret finalement dans votre randonnée, plus vous allez voir d'espèces, plus vous allez voir des animaux qui vous ont pas vus, qui vous ont pas senti. Voilà, ayez une démarche respectueuse, silencieuse, discrète quand vous êtes dans la nature. Évitez aussi bah, de ramasser, d'arracher des plantes. Et bon, ça après, c'est un petit peu du bon sens quand vous êtes dans la nature. Et puis, bah, si vous croisez un animal blessé, c'est ça Ah, la question, Élodie, hein? ouais, c'est ça la Vous voulez dire question. quelque chose? Et là, je vais vous faire un petit sondage, les amis. J'aimerais savoir si vous avez les bons gestes, vous. Est-ce que vous sauriez, est-ce que vous savez quoi faire si vous êtes face à un animal en détresse? Dites-nous oui ou non. Là, c'est presque... Ça vote, ça vote, ça vote. Attention, 3, 2, 1. J'arrête le sondage. Je partage les résultats. On a 60% de gens qui savent pas quoi faire. Et avant que tu donnes les grandes lignes, Émilien, je vous renvoie vers un petit livret qu'on a fait à la Fondation et que Bérangère va vous partager aussi sur les bons gestes à faire quand vous allez en nature et que vous découvrez un animal en détresse. Et je te laisse la parole, Émilien. Bah, déjà, les trois lignes qui sont sur le support, effectivement, il faut faire attention à sa sécurité parce que bon, ça dépend dans quel état est l'animal, justement, mais il peut être très, très stressé par son état. Et donc, bah, voilà, faut éviter de vous faire mordre, pour éviter voilà. Donc, déjà, on analyse la situation. Est-ce que cet animal, il est véritablement blessé? Il y a des traces de sang, il y a des traces de collision avec une voiture. Bref, on analyse. Il faut se méfier du syndrome qu'on appelle le syndrome de Bambi. C'est-à-dire qu'on va trouver un petit oiseau, un petit faon. Vraiment, si on a de la chance, on tombe sur un animal comme ça. On se dit, oh là là, il est tout seul, il a besoin de notre aide, etc.
Alors que pas du tout, c'est juste que ses parents sont partis brouter ou se balader. Et en fait, on va créer plus de problèmes en s'approchant, voulant le toucher, voulant l'aider, parce qu'en fait, il n'a pas du tout besoin d'aide. Donc déjà, il faut vraiment analyser la situation avant de faire quoi que ce soit. Et ensuite, eh bien, si vraiment on se rend compte que l'animal il a un souci, vraiment, il s'est fait percuter par une voiture, mais il n'est pas mort, et que vous voyez il est en train il est au milieu de la route, voilà, il y a un danger, là vous contactez des centres spécialisés. Il y a vraiment des gens qui sont formés pour vous conseiller sur quoi faire et comment bien le faire. Voilà. Merci beaucoup, Émilien. Avant de conclure ensemble, je voulais vous parler, prendre un peu la main sur la partie qu'est-ce qu'on peut faire dans sa commune et revenir sur un des dispositifs que je vous ai présenté rapidement en introduction, qui est la plateforme j'agis-pour-la-nature.org, qui est une plateforme qui est un peu le bon coin des activités nature où vous trouverez, voilà, il y a à peu près 1500 structures qui sont référencées sur ce site, des associations, des conservatoires d'espaces naturels, des collectivités qui vous proposent tout au long de l'année des activités à faire pour un week-end, pour 2 heures, en famille. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel de la biodiversité pour participer. Et vous avez des actions de plusieurs types. Je vous en ai sélectionné 5 pour que vous voyez un petit peu ce que vous pouvez trouver en ce moment sur la plateforme. Vous pouvez, par exemple, en Aquitaine, rejoindre un centre de soins de la faune sauvage et participer à des soins, évidemment, mais à du nourrissage, à du nettoyage. Vous avez en Bourgogne-Franche-Comté, en ce moment, Émilien le disait, c'est la saison des amours du côté des amphibiens. Donc, on va aller aider ces amphibiens à trouver leurs femelles et on va les aider à traverser ces routes qui font des dommages pas possibles sur ces espèces. Donc, on va les aider à traverser. On a une action de ramassage dans les montagnes du Val d'Arly en Savoie. On a aussi en Île-de-France un atelier pédagogique pour découvrir la forêt, les essences d'arbres, repérer la présence de la faune sauvage quand on est en forêt. Donc là, c'est une vraie activité de découverte, pardon. Et puis, vous avez aussi des activités de type observation. Là, on a quelque chose, pas ce week-end, mais le prochain, en Bretagne, où vous partiriez avec un guide à la découverte des oiseaux des marais. Donc voilà, vous allez pouvoir les observer, les identifier, comprendre voilà, quels sont les enjeux liés à la protection des zones humides notamment. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu envie et vous dire, n'hésitez pas à vous connecter sur cette plateforme, j'agis-pour-la-nature.org. S'il n'y a rien en ce moment à côté de chez vous, parce que c'est géolocalisé, vous mettez votre ville, vous lancez la recherche, n'hésitez pas à revenir régulièrement, c'est mis à jour. Donc s'il n'y a rien cette semaine, il y aura peut-être quelque chose dans 15 jours. N'hésitez pas à y aller et puis on vous tient au courant aussi dans nos emailing quand il se passe des choses sur cette plateforme intéressantes. Voilà pour la commune. On voulait faire un petit focus là-dessus, mais au-delà de ça, bien sûr, voilà, il y a toujours des choses. Les communes demandent souvent de l'aide pour des plantations, pour des sciences participatives. Restez bien, voilà, ouverts à ce type de propositions. C'est une vraie aide, c'est un vrai engagement local, et il y a plein d'acteurs locaux qui ont besoin de cette aide que je vous propose, avant de passer aux questions-réponses, on a fait avec Émilien un petit récapitulatif un peu de tout ce qu'on vous a proposé là pendant 3 quarts d'heure. Je vais vous mettre un petit sondage. J'aimerais bien savoir sur tout ce qu'on vous a proposé, il y a des choses que vous seriez prêt à mettre en place à l'issue de ce webinaire. Donc, je vais vous le passer, le sondage tout de suite. Je fais un petit récap de ce qu'on a mis là, mais voilà, je plante, bien sûr. Je bannis les produits sanitaires, phytosanitaires. Je choisis des plantes locales. J'évite les plantes invasives. J'installe des nichoirs. Je limite les tontes. Je laisse des zones sans sauvager dans mon jardin. Je participe à des sorties nature. Il y a beaucoup de choses. Il y en a 20 là. Petit sondage. Combien, pour vous, serait-il possible de mettre en place? Et là, voilà, le dernier sondage, c'est la technique qui veut plus marcher. Hop, je vais essayer de reprendre. Hop. Excusez-moi, c'est parti. Normalement, ça fonctionne. Est-ce que parmi ces actions, il y en a une ou deux que vous pourriez mettre en place? Au moins 5? Entre 5 et 10? Plus de 10? Aucune? On est en train de prier avec Émilien pour qu'il y ait une case que vous cochiez pas.
Laisse encore 5 secondes. Allez, je mets fin au sondage. Je vous partage les résultats. Émilien, tu as hâte? À ton avis, tu as un pronostic? Oh, ben, plus de 10. Je crois que tu vas être content. Voilà. Donc, vous êtes quasiment la moitié de ceux qui nous écoutaient, qui sont prêts à faire plus de 10 actions, mais en fait, vous êtes 100% à avoir envie de faire quelque chose à la sortie de ce webinaire et c'est une récompense énorme pour nous, n'est-ce pas, Émilien? Ben oui, parce que en fait, on peut tous agir, quel que soit son environnement proche ou non proche, on peut vraiment tous agir en faveur. Et donc, on vous encourage, moi je vous encourage à vous mobiliser, que ce soit à une échelle de votre habitation, de votre jardin ou socialement, et même personnellement, à s'éduquer via des sorties, via des consultations de livres et d'ouvrages spécialisés. Voilà. Du coup, Émilie, on va passer aux questions-réponses. Merci beaucoup à tous pour cette participation à ce sondage. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne le temps, voilà, de regarder un petit peu toutes les questions que vous avez posées. Bérangère me les a passées là gentiment. Du coup, Émilien, première question qui est plus sur l'aspect végétalisation. Est-ce qu'on peut planter, mélanger, alors attends, peut-on planter des mélanges style prairie, prairie fleurie dans les jardinières? Alors, vous voulez dire les sachets de graines qu'on récupère à la jardinerie qui s'appelle Ouais, Prairie je Fleurie, c'est pense. ça? Ah, il faut se méfier, hein, parce que souvent c'est comment dire, c'est un peu une fausse solution, puisqu'effectivement les essences qui sont dans ces prairies fleuries, elles sont souvent très très jolies pour des bouquets, pour colorer, mais en fait elles apportent vraiment pas grand-chose en termes de nourriture pour les insectes auxquels on s'attend qui pourraient se nourrir dessus. Donc voilà, c'est plus une fausse bonne idée. Privilégier justement des plantes qui ont un véritable impact sur la nutrition des insectes, sur la faune qui environne, que des prairies fleuries qui sont un peu plus des sachets folklore décoratifs. Voilà. J'ai une autre question sur plutôt le jardin. Est-ce qu'en laissant faire le désordre, on risque pas d'avoir des plantes qui prennent le dessus sur d'autres? Dans la nature, il y a une compétition permanente, hein. Donc, bien sûr qu'il y aura des plantes qui peuvent prendre le dessus, surtout si vous êtes proche d'un roncier. La ronce, elle peut se mettre à prendre de l'espace, etc. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça n'en est pas un? Ça, après, c'est le jugement de chacun, justement, de savoir est-ce que ça reste aussi mon jardin ou est-ce que je le laisse 100% en autonomie? Il va se débrouiller, hein. Il va se passer des choses. Il y aura des plantes qui vont se développer, des insectes, des animaux qui vont venir. Donc, à soi aussi de savoir quelle est notre place en tant que jardinier pour intervenir justement jusqu'à d'un certain seuil de libre évolution. Est-ce qu'on veut que la ronce, elle vienne manger, entre guillemets, la plante voisine? On peut aussi lui donner un petit coup de sécateur. Ça, c'est tout à fait autorisé, puisque justement, on est dans une démarche aussi où on est dans le jardin nous-mêmes, on peut aussi l'orienter. Et donc, laisser en friche, c'est vraiment cette dynamique que la nature, elle se débrouille sans nous, mais on est aussi dans notre jardin et on a des souhaits derrière, des envies. Donc, on est aussi libre de pouvoir agir pour ne pas que certaines plantes prennent le dessus sur d'autres. Voilà. Une autre question, toujours sur les plantations. Est-ce intéressant de mélanger des essences qui se développent dans différentes saisons dans une même jardinière? Bah, dans le sens où si ça se développe à différentes saisons, ça veut dire que sur une année entière, on aura toujours quelque chose. Donc oui, c'est intéressant, bien sûr. Et c'est pas antinomique, c'est-à-dire Dans euh, le sens, dans quel cohabiter. sens? C'est-à-dire, moi, je pense que c'est chouette de favoriser on appelle ça alors la science qui étudie justement toutes les apparitions d'événements floraux, tous les événements biologiques d'une espèce, c'est la phénologie. Donc, du coup, si on favorise finalement des dynamiques de plantes qui ne sont pas synchronisées, parce qu'il y en a qui sont printanières, d'autres qui sont estivales, d'autres qui sont plutôt automnales, au contraire, on favorisera une présence permanente de nourriture, de fleurs, de feuilles et autres sur notre jardinière. Et puis bon, bah, ce sera toujours fleuri et vert. Donc même pour nous, on sera très content. Voilà. Et d'ailleurs aussi dans notre livret, on propose des vivaces, donc des choses qui vont durer. Voilà. Qui reviennent d'année en année. Mm. Il y a des vivaces voilà, les vivaces reviennent d'année en année. Elles sont pas forcément présentes ou en fleurs toute l'année, hein, mais par contre, elles perdurent plusieurs années. Voilà. Autre question, est-ce que les fleurs des plantes grasses sont utiles à la faune?
Ça, c'est une question vaste, hein, parce que les plantes grasses, déjà, c'est un terme qui désigne des tas de plantes. C'est pas consensuel, c'est pas très scientifique, mais peu importe. Bien sûr qu'il y a des tas d'insectes qui pollinisent, qui se nourrissent, qui consomment les fleurs de plantes grasses, donc les crassulacées en général, cette famille-là. Mais en vérité, on met des tas d'autres plantes dans ce groupe-là. Mais par exemple, je pense au sédum. Le sédum, c'est une plante grasse qu'on voit pousser vraiment partout, même en ville. Elle fleurit abondamment. Et cette fleur est vraiment visitée par des tas d'insectes. Donc oui, bien sûr qu'elles peuvent être tout à fait en faveur de la biodiversité, mais c'est un groupe de plantes. Tous les insectes ne pourront pas la consommer, mais en même temps, entre rien et ça, bah, il vaut mieux ça. Encore, il y a énormément de questions, Emilia. Est-ce pertinent d'anticiper le réchauffement climatique en installant des plantes de garrigue sur son balcon? C'est quelqu'un qui habite à Lyon. Ça, c'est très intéressant comme question. Alors, la question, c'est anticiper, c'est ça? Ouais, la question c'est anticiper. Moi, je pense que c'est des logiques justement très intéressantes puisque on n'échappe pas en fait à ces variations actuelles des températures, de la pluviométrie, etc. On rentre en fait globalement dans un monde fluctuant où ces changements-là globaux sont à à une échelle systémique. Donc avoir une démarche un petit peu anticipative, proactive, moi je suis tout à fait curieux justement de voir ce que ça peut donner. Effectivement, on voit dans les populations des mouvements depuis ces dernières années. Les populations ne sont pas fixes, alors elles n'ont jamais été fixes, hein. Mais là, elles ont vraiment un mouvement en réponse à ces changements qu'on observe, qu'on calcule, qu'on mesure. Donc finalement, des plantes qu'on imaginait plus du sud, peut-être que demain, elles seront beaucoup plus au nord qu'actuellement. Donc avoir cette espèce de démarche anticipatrice, moi, je trouve ça tout à fait pertinent. J'ai une autre question sur une question de culture générale. On en parlait avant de commencer le webinaire, Émilien. Pourquoi ne doit-on pas acheter de tourbe? Ah, pourquoi ne doit-on pas acheter de tourbe? Euh, Ça, c'est une question, parce que déjà, les tourbes, elles viennent de tourbières, hein. Donc, comme son nom l'indique, tourbières, c'est des milieux extrêmement fragilisés aujourd'hui parce on les assèche, on les détruit globalement. Donc, en fait, l'industrie de la tourbe est un petit peu en opposition avec la protection des tourbières, qui sont des zones humides par ailleurs, extrêmement protégées, pardon, extrêmement sensibles à cause justement de ces destructions. Donc voilà, achetez pas de tourbe, faites votre propre terre avec des éléments que vous pouvez récupérer avec votre compost, etc., votre terre de jardin. Et si vous n'avez pas de terre de jardin, vous avez d'autres possibilités d'acheter justement des terres qui ne sont pas de la tourbe. Voilà, faites attention à ce genre de choses. Très bien. Autre question. Qu'est-ce que tu penses des hôtels à insectes? Est-ce que c'est utile? Eh bien, c'est controversé, figure-toi, Elodie. Ouais, C'est-à-dire je que sais. moi, depuis toujours, alors, depuis des dizaines d'années, et puis même vous tous, j'imagine, vous entendez cette envie d'installer des hôtels, etc. Bah, en fait, d'un point de vue pédagogique, je pense que c'est pas controversé parce que ça va toujours attirer des insectes qu'on pourra observer. Donc, d'un point de vue pédagogique, pour des enfants dans une école ou dans un endroit public, c'est intéressant parce qu'on va vraiment pouvoir aller sur ce lieu pour voir des insectes faire leur cycle. Après, c'est controversé parce que il y a en fait une toute petite minorité d'insectes qui sont pour la plupart assez généralistes et qui se débrouillent déjà très bien, qui vont venir dans vos hôtels. Donc en fait, c'est un peu aussi une fausse bonne idée dans le sens où on a l'impression d'avoir agi pour la biodiversité en installant un hôtel, puis en fait, on loge globalement que des espèces qui sont déjà, qui arrivent déjà à se loger dans des tas d'endroits artificiels notamment. Voilà. Donc c'est pas nocif, hein, mais c'est une démarche qui est un coup d'épée dans l'eau et c'est une fausse bonne idée, quoi. Voilà. Mais c'est folklorique, c'est joli et c'est pédagogique. Je rebondis du coup sur une question un peu similaire qu'on a évoquée aussi sur les bombes de graines. Qu'est-ce que tu Ah, penses de les bombes ça? Donc, c'est les bombes. Donc, il y a de la terre et des graines à l'intérieur. Et Voilà, qu'on lance dans la nature pour faire, Oui, c'est, alors, ça, c'est aussi pédagogique, en fait. C'est-à-dire que quelle est l'intention derrière? Si l'intention c'est je lance ma bombe de graines parce que je veux participer à la protection de la biodiversité, etc., à agir, donc je lance ma bombe et donc grâce à ça, je vais pouvoir... Non, là, on va pas avoir d'impact significatif parce que si on la jette dans un milieu naturel, notre bombe de graines, généralement,
pour le plus gros des graines, il va rien se passer, elles vont se dégrader, elles vont se faire manger par des granivores, bref, ou elles vont simplement disparaître. Et puis si par chance il y a une des plantes qui commence à germer, elle va se faire supplanter par les plantes du coin. Après, il y a une probabilité qu'il y ait quelques graines, etc. Mais voilà, si l'intention c'est j'agis pour la biodiversité en faisant ça, c'est aussi une fausse bonne idée. Par contre, d'un point de vue éducatif, c'est super pour montrer à un enfant comment ça fonctionne, le semis. Voilà, on peut passer finalement plein de messages vis-à-vis de ces actions qui sont pédagogiques. Et donc derrière ça, il y a des choses intéressantes. Pour agir pour la biodiversité, pour agir, pardon, pour la biodiversité, il y a des méthodes beaucoup plus impactantes qu'on vous a présentées que la bombe de graines. Il nous reste 4 minutes, Rémilien. Je te propose encore deux questions. Une question sur quelqu'un qui a une invasive sur son terrain et qui ne sait pas comment la retirer. Une plante invasive, c'est ça? Oui, une plante invasive, tout à fait. Eh ben, ça c'est un petit peu ça se rapproche de la question de tout à l'heure sur une plante justement qui va par sa croissance envahir les autres. Ça c'est pareil, c'est quelle est votre approche vis-à-vis de votre jardin par rapport à la présence de cette plante? Est-ce que vous allez vouloir absolument l'éradiquer parce que vous voulez pas du tout qu'elle supplante le reste, parce que vous avez fait des plantations, vous voyez que voilà il y a d'autres plantes qui sont en danger par rapport à la présence de cette plante. Eh ben, dans ce cas, vous pouvez agir, vous l'arrachez, etc. Mais ça c'est une démarche qui est pas consensuel aussi parce que il y a des plantes qui sont invasives à l'échelle planétaire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit les arracher toutes? C'est pas possible. Est-ce qu'on arrache toutes les graines? C'est impossible. On est face à des nouvelles problématiques de cet ordre-là où les questions sont encore en suspens. On n'a pas la solution face ça. Moi, la solution la plus évidente, je pense, plutôt celle qui fait le plus sens à mon sens, c'est simplement que la nature, elle a une capacité à s'adapter et que ces invasives-là, d'aujourd'hui, elles vont aussi peut-être trouver leur place demain. Ça, c'est des questions, c'est subjectif. Donc, il y a d'autres opinions qui sont valides et qui sont en contradiction avec celui-ci. Mais donc là, ça va être un petit peu tout à chacun. Son jardin, est-ce qu'on souhaite le laisser rempli par cette plante ou est-ce qu'on veut reprendre un petit peu la main parce qu'on aimerait planter d'autres plantes? Voilà, ça, c'est vraiment tout à chacun ce qu'on souhaite faire. C'est possible de l'arracher à l'échelle d'un jardin, une plante qui s'est installée qu'on ne veut pas. Euh, voilà, je laisse la question en suspens pour le reste. Je crois que c'était aussi une question un peu technique, c'est-à-dire comment on s'y prend. Je pense que la Ah, décision est d'accord. peut-être prise, mais techniquement, comment on va s'y prendre pour la retirer? Ça dépend du cycle de la plante. Il y a des plantes, on parlait de vivaces tout à l'heure, donc arracher la partie aérienne ne suffira pas, puisque c'est surtout la partie racinaire qui reprendra dès l'année prochaine, ou dès l'année, dans l'année d'ailleurs, ça peut reprendre. Et puis à l'inverse, il y a des invasives qui sont annuelles, donc bah là c'est les graines, enfin voilà, ça peut être très très compliqué selon l'espèce. Je pense qu'il y a aussi pas mal d'informations sur Internet pour vous expliquer et vous guider dans ces démarches-là. Je pense qu'on peut pas détailler l'ensemble. Très bien. Une petite question pratique pour lutter contre les pyrales. La pyrale du buis, par exemple? J'ai pas Parce le... que les pyrales, c'est un groupe d'insectes, c'est des papillons de nuit. Il y en a une grande diversité et il y en a certaines espèces qui, par nos pratiques culturelles, on favorise C'est ça, leur pyrale du propagation, buis. en fait. Pyrale du buis, c'est assez étonnant, la pyrale du buis, parce que c'est un papillon qui est arrivé assez récemment, en fait, et on a vu la propagation impressionnante dans des tas d'endroits où il y a le buis qui pousse à l'état naturel, et puis après dans les jardins où il y a du buis partout. J'ai pas la recette magique parce que je suis pas spécialisé sur cette question, mais ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a des tas d'oiseaux qui aujourd'hui la consomment. Alors quand elle est arrivée, Berck, il la touchait pas, alors qu'il mangeait des pyrales qu'on a chez nous, des pyrales indigènes. Cette pyrale, elle était un peu mise de côté, puis maintenant il la consomme, il y a des insectes qui la parasitent et autres. Donc il y a une espèce de régulation qui est en cours, qui n'est pas terminée. En plus de ça, les populations de buis, elles ont carrément pris un coup, une grosse partie s'est effondrée, parce qu'elles se sont pas remises du fait d'être broutées tous les ans intégralement par la pyrale. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des buis consommés par la pyrale, mais c'est impressionnant, il n'y a plus une seule feuille. Donc, ils prennent un sacré coup. Est-ce qu'il y a je pense qu'il y a un équilibrage en cours, mais est-ce qu'il y a une solution actuelle? Je ne l'ai pas. Je sais qu'ils utilisent
des insectes en lutte biologique justement qui se développent dans les chenilles, qui mettent sur les pyrales pour justement ne pas utiliser de produits phyto. Vraiment, n'utilisez pas de produits phyto pour la pyrale aussi, hein. Il y a des solutions biologiques. Je crois que ce sont justement des petits insectes auxiliaires qui peuvent être utilisés. J'ai pas le nom en tête, mais je suis sûr que si vous tapez ça sur Internet, vous allez trouver tout de suite lutte biologique pour la pyrale. Voilà. Est-ce que il y a encore plein de questions, ça peut ne jamais se terminer. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'aller manger tous derrière votre écran, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on en prend encore deux. J'ai une question. On parlait tout à l'heure des hôtels à insectes. Tu y as répondu pendant la présentation, mais rappelez, il y a quelqu'un qui se dit, mais du coup, les mangeoires et les nichoirs, est-ce que c'est la même chose pour les oiseaux? Est-ce que c'est utile ou pas? Ben, en fait, cette notion d'utile, elle est très très intéressante hein, parce que c'est subjectif la plupart du temps, hein. Utile, pas utile. En fait, il y a un impact de nos actions et ajouter une mangeoire ou un nichoir, ça aura un impact sur un nombre limité. Mais c'est toujours mieux, entre guillemets, que de rien faire pour un nichoir. Je pense que si l'oiseau il a pas envie de se mettre à l'intérieur, il ira pas. C'est ce qui se passe pour les hôtels à insectes ou les insectes qui peuvent pas ou qui ne sont pas du tout attirés en fait par notre hôtel, ben, simplement ils iront pas. Donc c'est pas, ça va pas tuer des insectes que de mettre un hôtel. Par contre, si on pense que grâce à notre hôtel, on va sauver ou aider des tas d'espèces, eh ben, c'est là où on se trompe. En fait, on en aide, oui, on en aide, c'est un petit peu abusé, mais disons qu'on peut favoriser leur installation en présentant ces abris-là. Mais du coup, c'est pas des abris qui seront ouverts à tous parce qu'ils correspondront pas au cycle de pas mal d'insectes en fait. Donc pour les nichoirs, je pense que c'est un peu la même chose. Et pour les mangeoires, ça va dépendre de ce qu'on met dedans. Attention, on met pas n'importe quoi pour les oiseaux, on ne leur donne pas n'importe quoi. On favorise des graines non torréfiées, pas salées, issus d'agriculture biologique, etc. Enfin, c'est un petit peu comme nous, hein. Si on leur donne n'importe quoi, ils peuvent avoir des maladies, s'étouffer. Voilà. Donc, il y a pareil, il y a beaucoup de documentation sur Internet. Je vous laisserai le choix de trouver celle qui vous correspond le mieux. Mais voilà, agissez. Ça reste une très très bonne manière, je pense, pour aider la biodiversité. Eh ben, écoutez, je pense que c'est pas mal comme mot de la fin. Tu avais envie de rajouter une petite chose quand même, Un Émilie? petit truc quand même, Conclure. j'avais envie de Vas-y. préciser que justement, j'ai recommencé cette conférence en parlant de la définition de biodiversité. Je voudrais rappeler que c'est pas un concept qui nous est étranger, c'est pas lointain, c'est partout autour de nous et c'est même en nous, la biodiversité, ça nous constitue, on en fait partie. Et pour moi, c'est une très belle analogie. Quand on parle de mobilisation humaine finalement, à la sensibilisation, aux questions de sensibilisation de société, de biodiversité, c'est un peu comme un écosystème. Au plus il y en a, au plus c'est d'interaction entre les gens qui veulent agir, se mobiliser, au plus c'est riche. Et pour moi, c'est une belle comparaison et je souhaite à tous qu'on se mobilise et qu'on prenne conscience que la biodiversité, c'est une richesse et qu'il faut la protéger. Merci beaucoup, Émilien. Il y a quelques questions qui sont restées en suspens, mais avec Bérangère, on va les noter. On a vos adresses mail et on vous fera un petit question-réponse. Voilà, on vous enverra un petit mail pour répondre. Voilà, merci infiniment d'avoir été aussi nombreux. Vous avez été près de 300 à nous suivre aujourd'hui. Voilà, on est super heureux et on vous donne rendez-vous très vite avec Émilien pour parler interaction plante-insecte. Et un peu avant, on aura un autre webinaire en juin sur la cueillette de graines. Donc voilà, avec l'association Arthropologia que vous connaissez sans doute, avec lesquelles on travaille depuis longtemps. Donc merci, merci beaucoup infiniment à vos marques pré-plantées. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.